Et un petit matin de juin, on a un large champ de vision. Alors là, c'est un appareil avec un grand angle, ce qui fait que c'est plus large que ce que vous voyez là. Et tout à fait à droite, on a le soleil qui se lève. Il se lève donc à l'est, comme d'habitude. Et puis le soir, il va aller se coucher à l'ouest. Et pendant toute la journée, il aura fait un large cercle au-dessus de nos têtes. Et nous voyons donc, comme d'habitude, le soleil se lever, se coucher et faire un grand tour autour de notre tête. Le soleil tourne autour de nous tous les matins et il disparaît. Et ça, c'est ce qu'on pense depuis très longtemps. C'est ce qu'on pense depuis l'Antiquité. On a, comme dans ce dessin du Moyen-Âge, la Terre et l'eau au centre, et puis la Lune et le Soleil qui tournent autour de la Terre, et puis toutes les planètes qui tournent autour de la Terre aussi, comme on les voit dans le ciel pendant la nuit. Ça, pendant très très longtemps, c'est resté ce qu'on pensait, ce qu'on croyait, de ce qu'on voyait autour de nous, de l'univers qui nous entoure. Mais il y a des petites difficultés quand on observe bien les choses. Par exemple, dans ce ciel de juin, on voit la planète Mars sur un fond d'étoiles. Le fond d'étoiles se déplace peu, on le voit pratiquement constant d'un jour à l'autre, il change un petit peu, mais les étoiles sont toutes dans la même disposition tous les jours. Et la planète Mars, elle, par contre, elle va se déplacer d'un jour à l'autre. Alors, vous avez vu ce premier déplacement, mais ça, c'était pendant un mois. Un déplacement pendant un mois. C'était au mois de juin, donc là, on est en juillet. Le mois suivant, la planète Mars continue à se déplacer. Et puis, elle repart. Elle repart en sens inverse. Elle continue. Et à chaque fois, c'est 4 semaines qui s'écoulent. Hein. Et puis, elle repart à nouveau, en sens inverse. Et puis là, elle s'en va et elle va partir complètement sur la gauche, et puis on ne la verra plus pendant un moment. Et donc, on a cette idée, on avait cette idée en tout cas, que la planète Mars fait une espèce de boucle comme ça, et puis repart. Alors déjà, c'est un petit peu étrange, ça ne correspond pas tout à fait à cette idée de cercle que je vous présentais il y a un instant. On a cette idée d'une planète qui ne fait pas un cercle, mais qui fait une espèce de demi-cercle, puis une espèce de petite boucle avant de repartir. Et à l'époque, pendant l'Antiquité, au Moyen-Âge, en fait, si on regardait attentivement, on était obligé de voir que, bon, la Lune et le Soleil semblaient tourner de façon régulière, mais les planètes, elles, font des petits cercles. Et pas seulement Mars, mais toutes les autres planètes. On a Saturne, on a Jupiter, Mercure, toutes font des petites boucles comme ça. Alors ça, c'était un peu compliqué, parce que ça allait contre l'idée qu'on avait de quelque chose d'harmonieux. On avait une planète, la Terre, qui est le centre de l'univers, et autour tournent tous les astres en suivant des cercles parfaits, parce que l'univers est parfait et que c'est comme ça qu'on voit les choses. Et là, on a quelque chose qui est plus parfait. On a des planètes qui tournent, mais qui font des petits tours en plus, de temps en temps, pas tout le temps. Et pas de la même façon, chacune des planètes. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Et un astronome du XVIe siècle, Copernic, s'est dit que c'était beaucoup plus simple de mettre le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour du Soleil. Et là, tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus logiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces petits cercles. On a simplement Mars par rapport à la Terre, Mars en rouge et la Terre en bleu, hein, c'est la planète bleue. Mars ne se déplace pas tout à fait à la même vitesse, et donc on va avoir l'impression qu'elle fait des petites boucles, mais en réalité, elle tourne aussi autour du Soleil comme la Terre. Alors, ça, c'est ce qu'avait proposé Copernic. Et puis il y en a plein d'autres qui ont amélioré son système au cours du temps. Il y a Tycho Brahe, Kepler, Galilée, et puis Newton. Alors Galilée a eu des problèmes avec l'Église catholique parce que
cette idée de la Terre n'est plus au centre du monde, mais c'est le Soleil qui est au centre du monde, c'était quelque chose qui, pour certains, était considéré comme une sorte de blasphème. La Terre devait être au centre du monde, puisque Dieu avait créé la Terre, et donc c'était le centre. Et dire autre chose que ça pouvait être passible de la peine de mort. Et donc Galilée s'est rétracté et a préféré ne pas pousser son raisonnement, enfin, en tout cas ne pas l'exposer publiquement. Mais bon, les choses se sont un peu tassées, l'Église a perdu un peu d'influence, et il est devenu possible de dire ce genre de choses. Et on est arrivé à cette représentation du Soleil au centre du système solaire. La Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas une orbite concentrique comme on le pensait au départ, c'est quelque chose qui est un peu plus ovale, elliptique. Et puis l'orbite de Mars est semblable à celle de la Terre un peu plus loin. Et on a donc tout le système solaire qui est construit comme on le pense aujourd'hui, maintenant. Depuis Newton, il n'y a pas eu de changement dans notre vision du système solaire, à part quelques détails. Mais les planètes tournent toutes autour du Soleil. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple? Pas pour vous parler du système solaire dans son ensemble, mais plutôt pour vous dire, on a quelque chose qui paraît évident, qui paraît de l'ordre de l'observation. On voit le Soleil tourner autour de nos têtes, et malgré tout, c'est nous qui tournons autour du Soleil. Nos sens sont faciles à illusionner, on peut se tromper en observation. Le bon sens, l'observation n'est pas suffisante pour comprendre le monde. Alors ça aide évidemment à comprendre le monde, mais il faut se méfier des illusions qu'on peut se faire sur ce que l'on observe. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose qui était intéressante dans l'histoire, c'est que, bon, on voit le Soleil tourner autour de la Terre, on voit les planètes tourner, et puis il y a ces petits cercles bizarres. Et l'explication la plus simple, c'était de mettre le Soleil au centre. Souvent, il faut préférer l'explication la plus simple que les explications les plus compliquées, pour lesquelles on va être obligé de faire plein d'hypothèses différentes les unes des autres, pour arriver à expliquer quelque chose qui se passe. Cette idée de l'explication la plus simple, elle est très importante en science. Bref, on arrive à cette idée d'une Terre qui n'est plus au centre du monde, et comme vous l'avez vu sur les vieux dessins que je vous ai montrés, la Terre est toujours présentée comme ronde, sphérique, elle n'est plus au centre du monde, mais elle est toujours sphérique. Et bizarrement, aujourd'hui, il y a une partie de la population, aux États-Unis et ailleurs, qui pense que la Terre est plate. En se reposant sur l'idée, par exemple, que autrefois les gens pensaient que la Terre était plate, et que c'était ça la bonne idée, et que maintenant on peut revenir à cette idée très ancienne. Alors, on voit ça sur Internet, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu. Il n'est pas impossible que certains parmi vous pensent que la Terre est plate. Il y a eu des enquêtes qui montrent qu'à peu près 20% des 18-24 ans pensent que la Terre est plate. Bon, je pense qu'ils ont répondu un peu de travers aux enquêteurs juste pour rire, mais il n'est pas exclu que qu'un certain nombre de jeunes pensent ça. Alors je vais prendre cet exemple parce qu'il est très intéressant pour montrer comment s'articulent science et croyance. Alors certains pensent que la Terre effectivement est plate. Alors si la Terre est plate, il y a quand même ce problème des océans, où se déversent-ils? Et donc dans ce cas-là, les platistes, je vais les appeler les platistes, hein, c'est le surnom qu'on leur donne, c'est pratique, ont imaginé que l'Antarctique n'était pas un continent au niveau du pôle sud, mais était une sorte de cercle qui entourait la Terre d'un mur de glace et empêchait l'eau de tomber. Oui. Et selon en théorie, le pôle sud, c'est tout un rayon qui nous attirait. Donc, selon en théorie, le pôle sud, c'est pas un point, c'est un point continu sur un rayon. Exactement. Pour eux, le pôle sud, enfin, le pôle sud n'existe pas pour eux. C'est un cercle autour de la Terre. Alors, évidemment, ça pose des tas de problèmes. Juste pour décrire leur modèle, ça pose un problème pour le Soleil. Alors pour eux, le Soleil, c'est un petit truc qui a une 50aine de kilomètres, peut-être un peu plus, je ne sais plus où est-ce qu'ils le mettent. Il tourne
non pas autour de la Terre, mais au-dessus de la Terre. À certains moments, il devient si petit qu'on ne le voit plus. Bon. Et puis la Lune, alors, donc le Soleil éclaire des parties de la Terre à certains moments. La Lune et le Soleil donc fait un tour comme ça. La Lune est opposée. Et on se retrouve avec un modèle où on rajoute en plus un dôme pour que l'air ne s'échappe pas. On ne sait pas très bien où il s'échapperait, mais bon, il s'échappe. Et donc on a le Soleil d'un côté, à gauche, la Lune à droite, ce qui fait qu'on ne peut jamais voir le Soleil et la Lune ensemble, ce qui est embêtant parce que ça arrive qu'on voit le Soleil et la Lune dans le même ciel, quand il y a une éclipse par exemple, ou même certains matins, on voit très bien la Lune alors que le Soleil est déjà levé. Enfin bref, les platistes ne sont pas tous d'accord entre eux, évidemment, ça c'est un peu normal quand on a des idées comme ça. Ils imaginent un dôme, qu'est-ce qu'il y a au-delà du dôme, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas forcément d'accord, mais tous sont d'accord sur un point, leur idée repose sur une observation de bon sens, qu'on peut tous faire, l'horizon est horizontal. L'horizon est horizontal, et d'ailleurs, si vous allez au bord de la mer, l'horizon est parfaitement horizontal. On ne voit aucune courbure. Et donc nos sens nous inclinent à penser que la Terre est plate. Alors, il faut prendre un peu de recul. Si on prend un peu de recul, les choses changent. Si on voit un champ de vision de 3 km, c'est à peu près ce qu'on peut voir, d'habitude. Vous avez la tour Eiffel au milieu, ça vous donne une idée de l'échelle. Juste à gauche, c'est la plus grande tour du monde, hein, la Burj Khalifa, à Dubaï, qui fait 800 mètres de haut. Et l'horizon est parfaitement horizontal. Si on recule un peu, bon, on va pratiquement plus voir, on distingue, je ne sais pas si vous voulez distinguer la tour au milieu, et à gauche c'est le Mont Blanc, et à droite c'est l'Everest. Là, on les a réunis pour que les plus hautes montagnes d'Europe et du monde soient présentes. On a un champ de vision de 45 km et ça paraît toujours horizontal. Il y a un tout petit défaut d'horizontalité, on le distingue à droite, une espèce de ligne sombre. C'est pas tout à fait horizontal, mais on ne le distingue pas en réalité. Et par contre, si on reculait vraiment et qu'on avait un champ de vision de 1000 km, et vous voyez, vous distinguez encore les montagnes, alors là, on voit la courbure. En fait, pour voir la courbure, il faut reculer énormément, parce qu'elle ne peut pas se voir, elle est beaucoup trop faible, cette courbure, pour qu'elle puisse se voir. L'horizon paraît horizontal, d'habitude, au bord de la mer, parce qu'on ne peut pas voir, on est sur une boule de 40 000 km de diamètre, 40 000 km avec le champ de vision qu'on a de l'ordre de 4 km, on ne peut pas se rendre compte de la courbure. Par contre, si on monte si on prend du recul, on va pouvoir le voir. Alors je vous donne un exemple. On est monté en altitude. Là, on est à 400 mètres d'altitude et on a une rambarde qui est parfaitement horizontale. Et derrière, on a la mer. Alors, on ne voit rien du tout, mais la rambarde est ici, là, ça on le voit bien. Alors, ce que j'ai fait pour qu'on voit mieux, c'est que j'ai pris la photo et je l'ai complètement comprimée latéralement pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, regardez les lampadaires. Je les ai complètement serrés, et on a toujours la rambarde qui est parfaitement horizontale. Là, j'ai tiré un trait net. Et la mer, l'horizon, le voici. Voici l'horizon que l'on peut voir. Et donc là, la courbure, on est suffisamment haut pour qu'on puisse la distinguer. Si j'ai fait un grossissement sur la rambarde, et on a bien un écart au milieu, et pas sur les côtés. Donc on voit bien la courbure. En fait, si on prend de l'altitude, on voit plus loin, et la courbure se dessine. Si on va vraiment en altitude, là, il n'y a pas de souci. On va voir, si on est dans la Station Spatiale Internationale, à 408 km d'altitude, on voit parfaitement la courbure. Et là, la Terre paraît non pas totalement sphérique, parce qu'on n'est pas du tout assez loin pour la voir complètement sphérique, mais elle paraît sphérique. Alors, bon, ça, le problème, c'est que les platistes n'y croient pas. Je reviendrai sur la question, parce que ça, c'est intéressant. Depuis très longtemps,
En fait, dans l'Antiquité, tout le monde était persuadé que la Terre était un globe, hein, pratiquement. Enfin, tous les gens qui réfléchissaient au problème, parce qu'il y avait plein de gens qui n'y réfléchissaient pas, pour lesquels ce n'était pas un problème du tout, mais tous les savants de l'Antiquité étaient à peu près persuadés que la Terre était sphérique. Et ça a été vrai, en fait, pendant tout le temps. On croit qu'autrefois, les gens pensaient que la Terre était plate, mais c'est une croyance comme une autre. Beaucoup de gens pensaient que la Terre était sphérique. Et l'un des éléments qu'on disait, c'est si on voit un bateau quitter le port, il va s'éloigner petit à petit, puis la coque va disparaître d'abord, et ensuite les voiles. Parce que la coque passera sous l'horizon avant que ce soit les voiles qui disparaissent. Et on va voir quelque chose comme ceci. Avec un bon instrument pour grossir, on pourrait voir quelque chose comme ceci. Le problème, et on le voit ici, c'est que à des distances de plusieurs kilomètres comme ça, l'air humide et plus ou moins chaud ou froid au-dessus de la mer va provoquer des déformations. On ne va pas très bien voir ce qui se passe. Et dans certains cas, on va voir, comme ici, des choses qu'on ne devrait pas voir, en théorie. Par exemple, ici, ça c'est pris sur le bord du lac Michigan, aux États-Unis, et on voit de l'autre côté du lac la ville de Chicago, et le problème c'est que c'est à 94 km de distance, alors que normalement, à 4 km, on devrait commencer à ne plus voir ce qui se passe. Alors c'est le haut des tours, c'est pas le bas, mais on voit beaucoup plus loin que ce qu'on devrait voir avec la courbure de la Terre. Et ça, c'est un argument qu'on voit partout sur Internet, sur les lacs sont plats, la mer est plate, et la preuve, c'est qu'on peut voir des choses qui sont beaucoup plus loin que ce qu'on devrait voir. Or, le problème, c'est qu'en mer, on a des illusions. Par exemple, celle-ci, ça c'est une photo qui a été prise il n'y a pas très longtemps, en Manche. C'est un cargo. Et le cargo, on a l'impression qu'il flotte au-dessus de la mer. C'est une vraie photo, hein, ça a été pris. Il y en a plein des photos comme ça qu'on peut voir sur Internet. Et c'est pas de la magie. C'est juste que le bateau était extrêmement loin et que les rayons lumineux, dans certaines conditions de température, différence de température entre la mer et l'air, les rayons lumineux vont suivre des trajets qui ne sont pas horizontaux, pas rectilignes. Ils vont suivre une espèce de courbure et ils vont suivre la courbure de la Terre. Et on va voir des choses qui sont bien plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle les mirages. On va voir des choses qu'on ne devrait pas voir d'un point de vue géométrique, mais qu'on va voir parce que la lumière suit un chemin courbe. Et comme elle suit un chemin courbe, on va voir le cargo au-dessus de la mer. Autre argument des platistes, quand on voit un ciel comme ça, on voit les rayons du soleil, et là on a l'impression que les rayons du soleil viennent d'un point qui est situé pas très loin dans le ciel, puisque, comme une lampe, les rayons partent d'un point désigné. Et ça, pour eux, c'est un vrai gros problème. Vrai gros problème, sauf que, une fois de plus, c'est une illusion d'optique. Regardez, si on regarde une route, on a exactement le même point de fuite au-dessus de la route, comme si les deux côtés de la route se rejoignaient. Or, on sait très bien que les deux... vous avez vu ça en géométrie, deux lignes parallèles ne se rencontrent jamais, ou à l'infini, on ne sait pas ce qui se passe à l'infini. Et donc, on a tout à fait la même illusion d'optique. Le fait que les rayons paraissent venir d'un même point ne prouve rien quant à la distance du Soleil. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme nous sommes nous, on voit ce ciel-là. Et on va voir un autre ciel quand on est dans l'hémisphère sud. S'il y a une Terre plate, normalement tout le monde voit le même ciel. Mais ce n'est pas le cas. Dans l'hémisphère nord, on voit par exemple, là j'ai représenté en plus net la grande ours et la petite ours, ça vous savez peut-être les reconnaître, hein, ça c'est assez facile à voir. Dans l'hémisphère sud, on voit la croix du sud, 4 étoiles disposées en croix, qui sont très visibles, elles sont très brillantes. Et puis on voit deux espèces de taches que j'ai représentées en haut, à droite. C'est les nuages de Magellan, c'est des galaxies beaucoup plus loin qu'on observe, et on ne les observe pas du tout dans l'hémisphère nord. Autre chose qu'on peut faire, c'est regarder avec un très bon télescope ce qui se passe autour de dans le ciel la nuit. Et ça, c'est un film qui a été fait par une équipe d'amateurs au Pic du Midi.
et c'est la planète Jupiter. Alors c'est très accéléré, hein, ils ont filmé la planète pendant 10 heures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la planète tourne sur elle-même. Et si on le fait avec n'importe quel autre corps, alors la planète Jupiter c'est la plus grosse, donc c'est assez pratique, mais avec Mars on verrait la même chose, avec n'importe quelle planète on verrait ça. Et donc, s'il y a une planète qui tourne et qui est sphérique, on ne voit vraiment pas pourquoi la Terre ne le serait pas non plus. On a d'autres preuves astronomiques comme ça. En fait, les idées des platistes sont juste une croyance que les observations qu'ils font sont bien impuissantes à prouver, puisque chacune de leurs observations peut être démontée, comme je vous l'ai montré juste avant. Et donc, on a aussi toutes les images faites par la NASA à partir de la Station Spatiale Internationale. Et en fait, le seul moyen pour les platistes d'appuyer leurs croyances, c'est de dire toutes ces images sont fausses. Toutes ces images sont fausses. Les platistes sont aussi totalement complotistes. Ils le disent très clairement. Ils disent très clairement il y a un complot des gouvernements du monde et de la NASA surtout pour nous faire croire que la Terre est plate. Pour nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'elle est plate. J'ai du mal parce que c'est tellement absurde que j'ai un peu de mal avec ça. Je précise au passage que cette photo ne montre pas la réalité, hein, c'est une photo d'humour, évidemment. La société secrète de ceux qui tirent les ficelles. Il y a quand même un problème avec cette croyance-là. Cette croyance qu'il y a un complot pour nous faire croire que la Terre est ronde. Les platistes nous disent le doute, c'est quelque chose d'important. Et c'est important en science. Et c'est vrai que le doute, c'est quelque chose d'important. Douter, être sceptique, c'est important. Mais eux poussent le doute jusqu'à ne plus douter d'une idée qui est quand même totalement folle. L'idée qu'il y a un complot général pour nous faire croire ça, ça voudrait dire que tous les scientifiques qui travaillent en astronomie, tous les ingénieurs qui travaillent dans tous les domaines de l'astronomie, de l'astrophysique, de l'informatique liée aux fusées, aux satellites, etc., c'est des millions de personnes. Sur ces millions de personnes, elles seraient d'accord pour nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'elle est plate? Et il n'y aurait personne parmi eux pour dire « Mais non, c'est pas vrai! On m'a dit de vous dire que c'est... » Évidemment, il y aurait des lanceurs d'alerte. Évidemment, il y aurait des gens avec des chaînes YouTube pour nous dire « Non, il y a un complot, j'ai été pris dans le complot. » Personne n'a jamais dit un truc pareil. Donc à quel moment les étudiants en astronomie seraient pris dans le complot? Tout ça est totalement absurde. Il y a encore une autre absurdité, c'est que il faudrait que tous les gouvernements soient d'accord avec ça. Il faudrait que les États-Unis et la Chine soient d'accord. On voit que les États-Unis et la Chine ne sont pas d'accord sur grand-chose. Mais ils seraient d'accord pour nous faire croire que la Terre est ronde. Ça, c'est une photo qui a été prise par la sonde spatiale chinoise, il n'y a pas très longtemps. Une sonde qui a fait le tour de la Lune d'assez loin, et sur laquelle on peut voir des photos où on voit la Lune et la Terre. Et les Chinois sont tout à fait donc convaincus que la Terre est sphérique, que la Lune est sphérique, qu'on peut faire le tour, etc. Et ils seraient d'accord avec les États-Unis pour nous faire croire que la Terre est sphérique? Mais pour quelle raison en plus? Pour quelle raison? Quel avantage aurait un complot mondial de nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'elle serait plate? Là, il y a un moment où le doute devient totalement délirant. Il n'y a aucune raison au monde pour que ça soit un avantage pour qui que ce soit de croire que la Terre est ronde ou plate. Ça ne change rien. Alors, si on creuse un peu, et je vous invite à le faire si le sujet vous intéresse, hein, parce que là je le prends comme exemple, ce sujet-là, mais je vous invite à le faire parce qu'il y a un très bon, si vous avez la possibilité, un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle... j'ai oublié, moi je vous le redirai, enfin c'est sur la Terre plate, sur les platistes, et ça montre comment pensent les platistes, c'est tout à fait passionnant, c'est un très très bon documentaire, et dans ce documentaire on voit par exemple une convention platiste, c'est-à-dire un rassemblement, et là on comprend que ces gens ont
besoin d'être ensemble, besoin de croire à quelque chose ensemble, parce que le reste de leur vie est difficile, ou ils ont envie de reprendre le contrôle sur leur vie. Penser quelque chose à l'opposé des autres. C'est assez valorisant de penser qu'on est les seuls à comprendre le monde réellement. Qu'on est les seuls à savoir la vérité. Ça, c'est assez satisfaisant. Et donc, ça les aide aussi dans leur vie quotidienne à penser que eux sont ceux qui détiennent la vérité, qu'ils forment une petite communauté dont tout le monde se moque, évidemment. Pas tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croient qu'ils ont raison. Et puis, si on creuse un peu, on voit que derrière, il y a aussi un sentiment de malaise chez eux, mais qui est vrai chez beaucoup de gens. Un sentiment de malaise vis-à-vis de l'univers. Qu'est-ce que nous sommes, nous, sur une petite planète qui tourne autour d'un petit soleil insignifiant, dans une galaxie où il y a des milliards de soleils, donc des milliards de planètes, avec peut-être des milliards d'autres populations, on n'en sait rien. Et puis ça, c'est seulement notre galaxie, mais il y a des milliards d'autres galaxies, dans un univers qui est infini, ou dont on ne sait rien. Et ce sentiment d'impuissance et de petitesse peut être totalement terrifiant. Et donc ces gens préfèrent penser qu'ils sont au centre de l'univers, sur une planète plate, autour de laquelle tourne un petit soleil de rien du tout, et des étoiles peintes sur un dôme, et ça c'est quand même un peu rassurant. Et là, on a aussi un autre élément qui intervient en ligne de compte, c'est qu'ils nous disent, en plus, c'est ce qu'on lit dans la Bible. L'élément qui fait toute la différence, bien sûr. C'est ce qu'on lit dans la Bible, et à l'entrée de la Convention, il y avait ce globe, et la Bible dit « la Terre est plate ». Alors si on lit la Bible, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, il y a des phrases qui sont un peu ambiguës. Il n'y a pas une seule phrase qui dit « la Terre est sphérique », mais il n'y a aucune phrase qui dit clairement « la Terre est plate ». Pour une raison simple, ce n'était pas du tout le problème des rédacteurs de la Bible. Ceux qui ont écrit la Bible, des gens comme nous, il y a plusieurs milliers d'années, n'avaient pas ce problème, est-ce que la Terre est sphérique ou est-ce qu'elle est plate en tête. C'était pas ça qui les intéressait, ils avaient d'autres choses à raconter. Et donc ils ne nous ont pas du tout parlé de la Terre plate. Alors ça c'est vrai chez les catholiques américains, mais on va trouver la même chose dans le monde musulman, où il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une étudiante qui a fait une thèse en prétendant que la Terre était plate, et que c'était ce qui était marqué dans le Coran, et donc cette idée de Terre plate était la réalité, puisque c'était marqué dans le Coran. De la même façon, dans le Coran, il n'y a pas du tout marqué que la Terre est plate, ni que la Terre est sphérique, il n'y a rien du tout sur ce sujet-là. Un autre point intéressant sur cette histoire de platiste, c'est que, tout le temps, ils reviennent à la science. Ils sont dans une croyance donc, qui est totalement hors de la réalité, j'espère vous l'avoir montré, mais ils passent leur temps à essayer de le démontrer et à dire qu'ils vont utiliser les sciences pour démontrer ce qu'ils pensent. Donc ils ont une croyance et ils veulent prouver cette croyance par la science. Déjà, cette façon d'utiliser la science, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on fait. Et donc, il y avait un reportage avec... ils jouaient avec des miroirs, enfin, c'était de la science vraiment totalement au rabais, puisque ça ne marchait pas du tout. Alors, il y a un autre, je crois que c'est un rappeur américain qui est platiste, et qui a fait un vol complet avec un niveau à bulles. Vous voyez le niveau à bulles en bas, pour prouver que... et alors, il a essayé de prouver quelque chose avec le niveau à bulles, de même que certains platistes disent les avions, s'ils volent en ligne droite, eh ben, si la Terre est courbe, l'avion volant en ligne droite devrait se retrouver dans l'espace. Et donc, les pilotes doivent tout le temps changer leur courbure de leur trajectoire, ce qui est totalement absurde. Les pilotes se fixent juste à l'altitude. Ils gardent la même altitude, ils ont des appareils qui donnent l'altitude et qui fixent l'altitude de l'appareil, donc il n'y a pas du tout à faire ça. Et c'est ce qu'il essayait de prouver avec son niveau à bulles. Cette idée d'utiliser la science pour prouver des croyances, c'est quelque chose qui est extrêmement général. Alors là, je vais quitter un peu les platistes, parce qu'on en a assez parlé, enfin moi j'en ai assez parlé en tout cas.
eh ben on va retrouver tous les gens qui font des horoscopes, la voyance expliquée par la science. La magie, la numérologie, science des nombres. Vous allez trouver ça avec l'utilisation des plantes, avec enfin, plein de choses qui sont... ou la radiologie, l'imposition des mains, plein de choses qui vont essayer de se servir du prestige de la science, parce qu'elle a encore un peu de prestige. Alors la science est décriée dans plein de domaines, malgré ça, elle garde un prestige suffisant pour que tous ces gens qui sont dans des croyances parfois totalement absurdes prétendent s'appuyer sur la science. Alors c'est ce qu'on va essayer d'observer maintenant. Bon, je vais prendre d'autres exemples. La science, ça commence par un truc simple, c'est la curiosité. La curiosité, on veut connaître le monde, on veut comprendre le monde, et on va observer le monde et faire des expériences pour essayer de le comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est un scientifique? C'est pas ça. Déjà, le modèle du savant fou qu'on a dans plein de films, dans plein de dessins animés, dans plein de BD, c'est marrant, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà une équipe dans un labo, là un labo de physique théorique, avec des gens parfaitement normaux comme vous et moi, et non pas des savants fous isolés. C'est une équipe. C'est souvent les scientifiques, la plupart du temps, enfin je veux dire toujours, sont en équipe. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est penser de façon scientifique. Qu'est-ce que c'est la méthode scientifique? Première idée, de temps en temps je ne sais pas très bien comment illustrer ce que je raconte, alors je fais des photos bizarres. Première chose importante, quand on a une idée, une hypothèse sur le monde, c'est-à-dire une supposition qu'on fait, elle doit pouvoir être testée. Si je dis par exemple, je pense, je suis certain, je suis convaincu que l'univers n'existe pas ailleurs que dans mon esprit. Vous êtes tous des créations de mon esprit. Et c'est moi qui imagine tout ça. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont pensé. Parce qu'on l'a tous pensé à un moment ou à un autre. On pense que le monde est une création de notre esprit. Le problème, c'est que cette idée, elle ne sert à rien. Elle est peut-être vraie. Il y a peu de chances qu'elle soit vraie. Mais même si elle était vraie, on ne pourrait pas le prouver. C'est impossible à prouver. C'est une idée qui ne sert à rien. C'est une opinion qui ne sert à rien en l'occurrence, et qui est désagréable pour le reste du monde, évidemment. Si je pense que vous n'existez pas vraiment, vous n'allez pas apprécier que je vous dise ça. Mais surtout, d'un point de vue scientifique, c'est une idée qui ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas être testée. Je ne peux évidemment inventer aucune expérience qui permettrait de prouver ça. En science, une idée, une hypothèse, doit pouvoir être testée. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à la tester dans certains cas. Je vous donnerai un exemple. Le test est impossible parce qu'on ne sait pas le faire. Mais on peut l'imaginer. Il faut qu'on puisse être en mesure de tester l'idée. Ça, c'est essentiel. Alors, je vous donne cet exemple. C'est une représentation imaginaire de la matière noire de l'univers. La matière noire, c'est une hypothèse. En fait, quand on observe les galaxies, avec des télescopes très puissants, on observe le mouvement des galaxies, on se rend compte qu'elles ont des mouvements qui ne se sont pas explicables autrement que si on fait l'hypothèse d'une matière qu'on ne peut pas voir et qui serait présente dans l'univers. Une matière qui expliquerait une masse supérieure à ce qu'on voit et qui permettrait de comprendre les mouvements. Parce que les mouvements, on peut les voir, les mouvements de rotation des galaxies, de déplacement l'une par rapport à l'autre, ça implique des masses. Et ces masses, on peut les calculer d'après la quantité d'étoiles qu'on voit, etc. Et on est obligé de faire l'hypothèse d'une matière qu'on ne peut pas voir. C'est une hypothèse qui a été faite il y a 70 ans. Et le problème, c'est que cette hypothèse, on peut imaginer des tests pour la prouver, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à faire ces tests. Cela dit, c'est une hypothèse qui reste une hypothèse matérielle. On peut essayer d'imaginer une expérience qui mettra en évidence cette matière. Et régulièrement, il y a des chercheurs qui mettent au point des expériences
mais ils n'ont pas encore réussi à déceler cette matière noire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment du domaine de la science, puisqu'on essaye de le tester. Autre aspect important en science, ben c'est que une idée qui a été vérifiée, elle peut être testée dans la pratique. Par exemple, ça c'est un des satellites autour de la Terre, c'est une vision d'artiste, hein, il n'y a personne qui a fait la photo, c'est un dessin qui a été fait. Ce sont les satellites qui permettent de calculer là où on se trouve. C'est les satellites qui participent au réseau GPS. Il y a 32 satellites qui nous permettent, avec nos téléphones, de savoir exactement où on se trouve. Vous avez tous utilisé ça. Il y a un point intéressant, c'est que ce système ne fonctionne que grâce à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors ça, c'est une théorie assez compliquée. Je ne vais sûrement pas vous la développer, j'en serais absolument incapable. Moi, je suis biologiste, je ne suis pas physicien. Mais il se trouve que cette théorie dit que si vous vous trouvez... Enfin, plutôt, si le temps ne s'écoule pas de la même façon en fonction de la vitesse, et le temps ne s'écoule pas de la même façon en fonction de l'altitude, c'est-à-dire en fonction de la gravité. Ça, c'est un truc qui n'est pas du tout intuitif. Si vous vous trouvez à 1000, 2000, 10 000 km de la Terre, le temps ne va pas s'écouler à la même vitesse pour vous que pour nous. On sait que la différence, c'est de quelques microsecondes par jour. Mais quelques microsecondes par jour, si vous ne tenez pas compte du fait que le temps ne s'écoule pas de la même façon en altitude et sur la Terre, eh bien votre GPS perdra 10 km de précision par jour. Ça ne fonctionne pas si on n'utilise pas la théorie de la relativité générale. Alors on peut toujours dire la théorie de la relativité générale, c'est beaucoup trop compliqué, c'est pas vrai, c'est une opinion, etc. Non, c'est pas une opinion, c'est un truc qui sert concrètement dans la vie quotidienne. Ça, c'est important, même qu'on observe par des phénomènes magiques. La science, c'est pas la magie. On n'a pas le droit d'avoir recours à des forces inconnues. On n'a pas le droit d'expliquer, de dire, bah tiens, tel phénomène qu'on observe, c'est dû à une force qu'on n'a jamais vue, mais les gens qui disent qu'ils soignent en imposant les mains, avec de l'énergie qui passe. Mais quelle énergie? Bah, quelle énergie, on ne sait pas. Personne n'a jamais vu cette énergie, personne ne l'a jamais testée, elle n'a jamais pu être testée. Il n'y a aucun appareil qui permette de mesurer cette énergie. Alors ça, en science, on ne le fait pas. On ne se sert pas non plus, comme preuve de ce qu'on observe, de texte. Et on s'interdit, en science, d'invoquer une intervention divine pour expliquer un phénomène. On n'a pas le droit d'utiliser des énergies inventées, mais on n'a pas le droit d'utiliser la religion pour expliquer quelque chose. Les textes religieux ont leur intérêt, on leur raconte des choses, mais ils ne racontent pas. Ce ne sont pas des traités de physique, des traités de géométrie. Ce n'est pas eux qui vont nous permettre de prouver l'origine d'un phénomène qu'on observe. Donc, tout cela, on s'interdit de le faire. Il y a un autre point qui est très important, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le doute. C'est le doute. Alors, faut-il vraiment douter de tout? Ça, c'est une question qui est intéressante, mais qui est intéressante jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que toute affirmation scientifique doit pouvoir être mise en doute. Mais elle doit pouvoir être vérifiée aussi. Et ça, c'est ce qu'on observe dans la science tous les jours. Quand un scientifique dit quelque chose, ce qu'il dit va être vérifié par ses concurrents, par exemple, dans d'autres laboratoires. Et puis, le doute, c'est une chose, mais on parle de doute raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a un doute pas raisonnable. Croire que la Terre est plate aujourd'hui, c'est pas du doute raisonnable, c'est du doute totalement imaginaire. On sort du domaine du raisonnable. Alors vous allez me dire, c'est compliqué. Raisonnable, c'est un peu arbitraire comme terme. Oui, c'est un peu arbitraire. Ça, c'est sûr. Mais il y a peut-être des moyens de s'en tirer avec ça. Raisonnable, ça veut dire il faudrait que tout le monde soit d'accord dessus. Et de fait,
Ben, quand on regarde ce qui se passe en science, on s'aperçoit que des propositions nouvelles en science sont acceptées si, en gros, tout le monde est d'accord. Si tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Il n'y a pas de science officielle. Souvent, les platistes et d'autres croyants dans des idées bizarres sur le monde nous disent « la science officielle nous dit que », et ben moi je pense que c'est pas vrai. Mais la science officielle, ça n'existe pas. Il n'y a personne, il n'y a aucune instance mondiale qui dirait « voilà ce qu'il faut croire ». On ne croit pas, les scientifiques racontent dans des congrès ce qu'ils ont découvert et proposent leurs idées aux autres scientifiques qui vont pouvoir vérifier ça. S'il y a un doute, ils vont vérifier. Et ils vont le faire avec plaisir, parce que s'ils ne sont pas d'accord, ils veulent essayer de prouver que leurs idées sont meilleures que les autres. Donc il va y avoir une concurrence entre les labos pour essayer de prouver qui a raison. Et là, au bout d'un certain temps, se dégage un consensus sur « bah oui, cette idée-là, finalement, elle est juste ». Ou celle-là, bah non, elle est fausse. Et il y a un consensus qui se crée. C'est très important, ces discussions, alors ça peut être entre chercheurs, ça peut être entre étudiants et chercheurs, ça c'est la science qui se fait au quotidien. C'est quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge en permanence, mais bouger en permanence, ça ne veut pas dire qu'une idée peut être tout de suite annulée, puis revenir, puis être annulée, comme si chacun avait son opinion. Ça ne marche pas comme ça. Une idée, elle est vérifiée. Si tout le monde l'a vérifiée et que tout le monde est d'accord, on avance. On continue, on va plus loin. Et la science, elle progresse comme ça. Sinon, elle ferait du surplace. Alors, puisque la science, ça fonctionne comme ça, ben je vais vous prendre un autre exemple. Et j'en terminerai avec ce dernier exemple. Dans un tout autre domaine, mais un domaine qui est intéressant parce que c'est un domaine qui implique des choses très importantes sur ce que nous croyons de nous-mêmes. C'est le domaine de l'évolution. Autrefois, on pensait que les oiseaux avaient toujours été des oiseaux, que les baleines avaient toujours été des baleines, et que les humains avaient toujours été des humains. Aujourd'hui, on sait, et attention, je ne dis pas on croit, hein, je dis on sait que les oiseaux descendent de petits dinosaures, que les baleines descendent de quadrupèdes qui couraient sur la terre ferme, et que les humains descendent de grands singes qui se tenaient debout il y a à peu près 5 ou 6 millions d'années. Comment est-ce qu'on sait ça? Comment est-ce que les scientifiques ont découvert ça? On a plusieurs types de preuves. On a des preuves de ce qu'on a découvert dans la Terre, les fossiles, les os qui ont été transformés en roches et qui ont été découverts. Les fossiles sont utilisés pour reconstituer un squelette, et à partir de ce squelette, on peut imaginer l'être vivant, en l'occurrence la célèbre Lucie, qui vivait il y a 3 millions d'années en Afrique. Ça, c'est un domaine dans lequel on peut connaître ce qui s'est passé grâce aux preuves qu'il y a dans le sol, qu'on va trouver dans le sol, qui sont restées depuis des millions d'années. Alors des millions d'années, ça veut dire qu'on est capable de mesurer le temps qui s'est écoulé, et dans la plupart des cas, on peut mesurer le temps. Il y a des techniques physiques pour mesurer le temps des roches, l'âge des roches. Et puis on donne toujours cet exemple-là, mais en fait on en a des dizaines, des centaines d'autres qui ont été découverts depuis qu'a été découverte Lucie. C'est-à-dire que chaque découverte, c'est un petit point en plus qui prouve cette histoire. Et puis on a un autre domaine dans lequel on a beaucoup avancé, c'est l'analyse de l'ADN. Et l'analyse de l'ADN va nous donner les mêmes résultats que l'analyse des squelettes. C'est-à-dire qu'on pense que par les squelettes, que notre plus proche cousin, ce sont les grands singes, comme les chimpanzés ou les gorilles, mais l'ADN nous dit exactement la même chose. Et là, c'est intéressant parce que deux preuves utilisant des domaines complètement différents, les fossiles et l'ADN, vont aboutir au même résultat. Ça, c'est très intéressant. Et on arrive à cette idée que on fait partie d'un monde vivant dans lequel tous les êtres vivants d'aujourd'hui ont évolué et se trouvent les descendants d'un être vivant unique, le premier ancêtre commun universel qu'on appelle Lucas, qui vivait il y a quelques milliards d'années, et nous nous trouvons parmi les autres à un point de cet arbre généalogique des espèces. Ce qui est intéressant dans cette histoire,
je ne vais pas développer plus sur l'histoire de l'évolution. C'est que c'est une science qui repose sur l'observation. On ne peut pas faire d'expérimentation sur l'évolution passée, évidemment. On ne peut pas expérimenter sur ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Par contre, on peut faire des prédictions. Et les sciences, ce qui est important avec les sciences, c'est qu'on peut faire des prédictions, c'est-à-dire imaginer quelque chose et essayer de vérifier ce quelque chose. Par exemple, on a des cétacés. Les baleines, les dauphins, les orques, ce sont des mammifères, et non pas des poissons. Ça, vous avez vu ça, vous savez ça depuis longtemps. Mais s'ils sont des mammifères, ils doivent descendre de mammifères primitifs qui vivaient il y a des dizaines de millions d'années. Et de quels mammifères peuvent-ils descendre? Est-ce qu'ils ont toujours vécu dans la mer? La théorie de l'évolution nous dit que normalement, ils doivent descendre de quadrupèdes qui vivaient sur la Terre, puisque les mammifères sont apparus sur la Terre. Ça, c'est ce que nous dit l'évolution. Et de fait, on a découvert un animal qui est considéré comme très proche de l'ancêtre des baleines. Alors vous allez me dire que ça c'est une baleine, même archaïque, c'est un peu gonflé. Cet animal a 4 pattes, oui, il a 4 pattes. Alors que l'orque n'a pas vraiment de pattes, elle a quand même des nageoires, ça pourrait être des pattes. Et puis il y a quelque chose, c'est le crâne de l'animal. Et le crâne de l'animal, ce qui est intéressant, c'est que c'est très important le crâne pour les structures des animaux. Et à l'intérieur de ce crâne, il y a les structures qu'on appelle l'oreille interne, ce qui nous permet de nous équilibrer, et puis les petits os qui nous permettent d'entendre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui sert donc à l'audition. Cette oreille interne, chez cet animal fossile qui vivait il y a 50 millions d'années, c'est les mêmes os que ceux qu'on a chez les cétacés d'aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait parlant. Et puis, on va trouver tous les intermédiaires. Depuis qu'on a trouvé ce Pachycétus, on l'a trouvé au Pakistan, d'où le nom Pachycétus, on en a trouvé plein d'autres qui sont intermédiaires et qui nous montrent comment a pu se passer l'évolution des cétacés en général. Et on a effectivement des crânes très similaires qui changent un peu d'un niveau à l'autre, mais qui nous amènent aux cétacés actuels. Et là, on a une image de ce qu'a pu être l'évolution dans cette branche-là. Alors depuis, on en a trouvé plein d'autres, et on est capable de retracer, et les petites pattes dont je parlais, vous voyez, il a 4 pattes, l'ambulocétus a 4 pattes qui lui permettaient de nager, et le dorudon, le 3e, il a des toutes petites pattes à l'arrière. Et l'orque, l'orque a aussi des restes de petites pattes. Donc finalement, l'orque a bien les 4 pattes, il a les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière, comme les autres. Alors on peut retracer cette histoire en faisant des arbres généalogiques des cétacés, mais ça on peut le faire aussi avec les êtres humains et les grands singes. Et cette histoire, oui, je prends un humain actuel que je connais bien parce que c'est plus, comme ça je vexe personne. Et on peut raconter notre histoire et celle des grands singes et puis celle des hommes préhistoriques qui ont disparu depuis. Ça, c'est ce que nous enseigne l'évolution. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que comme dans la Terre plate, la science a beau dire voilà ce qu'on a découvert, et on a d'innombrables preuves de cette histoire, malgré tout, il y a des gens qui ne veulent pas croire en l'évolution. Et là, j'emploie le terme « croire », parce que pour eux, c'est une histoire de croyance. Eux vont nous dire « vous croyez à l'évolution, moi j'y crois pas, chacun son opinion ». Ok, chacun son opinion. Tant que c'est une opinion, chacun peut avoir la sienne. Si on parle de science, c'est autre chose. Alors certains considèrent que cette histoire d'évolution, cette histoire où l'on dit « l'homme descend d'un grand singe », c'est nous rabaisser au rang des grands singes. C'est dire nous sommes comme les grands singes, comme les gorilles, des animaux bestiaux, et si on se considère comme des animaux bestiaux comme les gorilles, eh bien on va se comporter comme eux, et il n'y aura plus de morale. Il y a une peur que cette histoire d'évolution rejaillisse sur notre morale. Certains considèrent que toute cette histoire est simplement dégoûtante, et que dire qu'on descend de grands singes,
c'est juste insupportable comme idée. Nous sommes des êtres humains, nous sommes d'une essence supérieure, et nous n'avons rien à voir avec les animaux. Eux, d'un point de vue philosophique, en plus de la morale, ne supportent pas cette proximité avec l'animal, et refusent, et vous en avez peut-être entendu, ou vous en entendrez parler en philo, l'homme est-il un animal ou n'est-il pas un animal? La question est intéressante. Pour les évolutionnistes, l'homme est évidemment issu d'une lignée animale. Nous sommes devenus autre chose, nous sommes des animaux humains, et en cela nous sommes sans doute différents de tous les autres animaux, mais nous sommes malgré tout d'origine animale. Tout ça est impossible puisque la Bible nous raconte que Dieu a créé Adam et Ève, après avoir créé la terre, les animaux, etc., et que Adam et Ève étaient au paradis, et qu'ils ont fauté, qu'ils ont été chassés du paradis. Voilà ce que raconte la Bible, et donc il est tout à fait exclu de croire que l'homme descend d'un grand singe qui vivait il y a 5 millions d'années, puisque nous descendons d'Adam et Ève. Et donc il y a des gens qui pensent ça. Aux États-Unis, par exemple, à peu près la moitié de la population pense que nous descendons d'Adam et Ève, et que nous avons été créés il y a à peu près 6000 ans par Dieu. Et ces croyants, ces créationnistes, puisqu'ils croient en la création, font des musées de la création. Vous pouvez voir sur Internet, mais il existe en vrai ce musée, un voyage à travers le musée de la création. Et ce qui est intéressant, c'est la petite phrase qui est juste en dessous, « Prepare to believe », préparez-vous à croire. Préparez-vous à croire, parce qu'il s'agit ici de croyance. Alors, ce qui est très drôle, j'ai pas mis toute l'image qu'on trouve sur le site internet, parce qu'aux États-Unis, les gens adorent les dinosaures. Ils ont beaucoup de dinosaures dans plein de carrières parfaitement visibles. Ils en ont trouvé des milliers et des milliers. Et dans tous les musées, il y a des dinosaures. Et donc, ils sont obligés de caler le dinosaure dans le musée de la création. Et dans ce musée de la création, ils vont nous présenter des hommes préhistoriques à côté des dinosaures, puisque les dinosaures ont existé. S'ils ont existé, c'est qu'ils ont été créés par Dieu il y a 6000 ans. Et donc, ils vivaient avec les hommes préhistoriques. Pas préhistoriques. Préhistoriques n'existent pas vraiment, c'était il y a 6000 ans. Début de la Bible, Adam et Ève, et les dinosaures ensemble. Alors la Bible n'en parle pas, mais c'est vrai que la Bible ne parle pas de tous les animaux. Il n'y a pas de kangourou dans la Bible non plus, évidemment, puisque l'Australie n'avait jamais été découverte à l'époque par ceux qui ont écrit la Bible. Et donc ils nous font une présentation des dinosaures, alors que les dinosaures vivaient entre 220 et 66 millions d'années, et que les êtres humains sont apparus peut-être il y a 2 millions d'années, pas des êtres humains comme nous, c'était encore vraiment des grands singes, mais les premiers homos, les premiers hommes, c'était il y a à peu près 2 millions d'années. Ils n'ont jamais vécu ensemble, mais ce musée de la création prétend qu'ils ont vécu ensemble. Tu avais une question à poser? Oui, non, c'est pas une question, c'est une impression. 70% des Texans croient que Jésus a côtoyé les dinosaures. Alors, les Texans pensent que Jésus a côtoyé les dinosaures, et effectivement, on va trouver des petits bouquins présentant les dinosaures dans la Bible, parce qu'ils sont embêtés quand même, ces créationnistes. Ils sont embêtés parce que ils sont obligés de caler des dinosaures, alors que la Bible n'en parle pas, mais s'ils ne mettent pas les dinosaures, les gens vont se détourner d'eux, ou ils ont peur que les gens se détournent d'eux. Et donc, dans toutes les petites brochures créationnistes comme ça, vous remarquerez qu'il y a la science. Creation Science, l'évangélisme, la science de la création. Ils se réfèrent toujours au prestige de la science, ils ont besoin de ça. Alors, tous ne sont pas sur ce modèle-là. Certains pensent que les dinosaures sont une invention totale et une création de Satan. Alors, je vous ai mis ça parce que ça, c'est quand même assez drôle. C'est un autre site. Est-ce que le diable est relié aux dinosaures? La réponse est oui. Il y a Darko derrière. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il s'appuie sur un paléontologue, Robert Baker, qui est un agent de Satan, mais ils n'ont pas mis la bonne photo. Vous avez peut-être reconnu le nain du Seigneur des Anneaux. C'est tiré du Seigneur des Anneaux. Le vrai paléontologue en question, c'est lui. Ils sont totalement faux. On est dans l'absurdité totale. Alors ce qui est drôle aussi, c'est que... Ah non, c'est pas des gens qui manient l'ironie du tout. Ah non, ça, ils sont extrêmement sérieux. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce paléontologue, il se trouve que
lui est évangéliste. Il est très croyant, il est paléontologue, il dit l'évolution a eu lieu, mais il est complètement croyant par ailleurs. Donc il a beaucoup travaillé sur les dinosaures, il a raconté des choses passionnantes sur les dinosaures, il a beaucoup fait avancer la science autour des dinosaures, mais ça ne l'empêche pas d'être croyant d'un autre côté. Par contre, il n'est pas sur la folie de ces gens-là. Alors, ces gens-là, on a un peu les mêmes, ça c'est en milieu évangélique, chrétien, on a les mêmes du côté musulman, avec un certain Haroun Yahya, qui est un Turc, un prédicateur turc, qui a fait un énorme bouquin qui s'appelle l'Atlas de la création. Et quand on tape évolution et religion sur le net, on tombe tout le temps sur ces sites, tout le temps. Il a eu énormément d'argent pour faire un atlas de la création qu'il a envoyé dans le monde entier, dans toutes les écoles, dans tous les lycées, dans toutes les bibliothèques, pour des millions d'euros. Et alors lui, il pense que la Terre, alors il n'est pas sur l'idée d'une Terre de 6000 ans, il est sur l'idée d'une vieille Terre de plusieurs millions d'années, mais il pense que le monde a été créé par Dieu tel qu'il est aujourd'hui. Et alors, je vais vous en montrer deux exemples. Il nous dit, les fossiles, en fait, les fossiles sont les restes d'animaux d'aujourd'hui. Et il suffit de regarder n'importe quel fossile et on se rend compte que le fossile, c'est la même chose que l'animal d'aujourd'hui. Alors il prend des exemples. Il prend la grenouille. La grenouille avec un fossile d'amphibien. C'est effectivement un fossile d'amphibien. Mais vous remarquerez peut-être que ce fossile d'amphibien a une longue queue que n'a pas la grenouille. Alors il prend un autre exemple. Voilà la queue de l'amphibien. Un autre exemple, c'est celui-là. J'aime bien celui-là parce qu'on a un insecte pris dans l'ambre. Et il nous dit cet insecte pris dans l'ambre, il est exactement semblable aux insectes d'aujourd'hui. Sauf qu'il n'a pas fait attention et la photo qu'il a utilisée dans son livre, c'est une photo de faux insectes pour la pêche. Et il y a l'hameçon. Je vais terminer avec un dernier point, parce que certains créationnistes sont un peu plus malins, malgré tout. Parce que refuser l'idée d'évolution, on a tellement de preuves que c'est impossible de le nier. Et si on le nie, on est comme les platistes. On est hors de la réalité. Et donc, certains vont nous dire, ok, il y a eu évolution de l'homme, évolution des animaux, mais cette évolution, elle a été dirigée par Dieu. Alors là, c'est un peu autre chose. Là, on arrive dans une idée dans laquelle on va mélanger des connaissances scientifiques et une croyance religieuse. Et leur argument, c'est un vieil argument, hein, on l'entend depuis le XVIIIe siècle. Si on regarde une montre, vous trouvez une montre sur la plage. Ça, c'était un pasteur anglais qui avait pris cet exemple il y a deux siècles. Vous trouvez une montre sur la plage. Il y a un mécanisme très complexe dedans. Et donc, l'existence de ce mécanisme prouve qu'il y a eu un artisan qui a fabriqué cette plage. Elle n'est pas apparue par hasard, un galet roulé par la mer, qui aurait pu fabriquer cette montre. Elle a été fabriquée par une intelligence. Et donc les gens vont dire les animaux, les plantes, le monde vivant est tellement complexe qu'il a été fabriqué par une structure intelligente. Alors ils ne vont pas dire Dieu, ils vont parler de conception intelligente. C'est ce qu'on dit, on appelle en anglais intelligent design. C'est le design intelligent, la conception intelligente. Et ils prennent l'exemple de l'œil. L'œil, un organe extrêmement complexe, parfait, magnifique. Comment voulez-vous que l'évolution, avec les mécanismes proposés par les scientifiques, où intervient une bonne part de hasard, comment voulez-vous que par hasard apparaisse l'œil? Alors déjà, cette idée de hasard, ils n'ont pas compris grand-chose à ce que les scientifiques appellent hasard dans l'histoire de l'évolution. C'est vrai que l'organe est relativement complexe, comparé au cerveau, c'est rien du tout. Mais bon, ok, c'est un organe complexe. C'est pas un organe parfait. C'est pas un organe parfait, il y a plein de défauts dans la conception de l'œil. Ça pose un problème. Par contre, si on pense évolution, ces défauts sont le résultat d'une histoire, ils sont parfaitement normaux. Il faut regarder le monde vivant dans son entier. Si on regarde les yeux des animaux, on a plein de sortes d'yeux différents.
Et en observant les animaux, on peut essayer de reconstituer l'histoire de l'œil. Alors, juste en passant comme ça, les étoiles de mer ont des yeux au bout des bras, mais c'est juste une petite tache, une minuscule tache sensible. Les coquilles Saint-Jacques ont des yeux tout autour de la coquille, mais c'est des yeux, c'est pas une tache, c'est une espèce de creux qui permet de repérer la différence de lumière entre le soleil et l'ombre. Mais ça leur suffit pour vérifier, enfin, pour percevoir l'arrivée d'un prédateur. Percevoir l'arrivée de Mathias. Les nautiles, des coquillages, ont des yeux un peu plus compliqués, d'autres coquillages aussi, et le chat a un œil un peu comme le nôtre. En fait, chaque espèce a une structure plus ou moins complexe, mais on peut voir des animaux qui ont des structures extrêmement simples. Et donc on peut très facilement imaginer un passage simple d'une structure à l'autre, et pas quelque chose de direct, de rien, à l'œil compliqué des mammifères. On a tous les intermédiaires. Alors, ces gens qui pensent Intelligent Design nous disent la nature, c'est la preuve de l'existence de Dieu, puisque la nature est si complexe qu'on ne peut pas imaginer que ça se soit formé tout seul. Alors, je vous l'ai montré avec l'œil, et ils ont abandonné l'idée de l'œil. Et ils nous disent, bah non, l'œil, finalement, c'est pas si compliqué, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus compliqué, le scarabée péteur. Alors, ils nous racontent une histoire de scarabée péteur qui est si compliquée que, bah non, ça marche pas, parce qu'on a tous les intermédiaires entre un scarabée normal et un scarabée péteur. Et puis ils nous disent, la bactérie, avec un système qui tourne, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Et toujours le même argument va être utilisé pour dire c'est trop compliqué. Et toujours, les scientifiques passent leur temps à essayer de réfuter les arguments des tenants de l'Intelligent Design, qui sont toujours les mêmes et qui ne sont pas très intéressants. Par contre, qui sont importants parce que aux États-Unis, ils ont fait des procès pour pouvoir enseigner la création à côté des cours de SVT, où on enseigne l'évolution. Et ils ont essayé d'imposer que la science de la création, ou la science de l'Intelligent Design, doit pouvoir être enseignée au même titre que la science de l'évolution. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, où la croyance religieuse est quelque chose d'extrêmement important, et bien le juge, tous les juges, depuis des dizaines d'années, ont admis que ce que racontaient les tenants de l'Intelligent Design était de l'ordre de la religion et non pas de l'ordre de la science. Et ça, c'est très important. C'est de l'ordre de la religion parce que leurs affirmations ne sont pas vérifiables. Dire c'est Dieu qui dirige l'évolution, ils ont le droit de le penser, ils ont le droit de le dire, mais ce n'est pas de la science. Ils ne peuvent pas dire c'est de la science, puisqu'ils ont recours à une intelligence extérieure, des forces extérieures qu'on ne peut absolument pas démontrer d'aucune façon. Leurs démonstrations ne sont pas des démonstrations scientifiques, ce sont des affirmations religieuses. Et aux États-Unis, on n'a pas le droit de faire de la propagande religieuse dans les écoles. Même si tout le monde est très croyant aux États-Unis, il y a plein de croyances différentes, et pour éviter qu'il y ait des problèmes religieux, la règle, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement religieux dans les écoles. Et le juge a donc décidé que l'Intelligent Design n'était pas de la science. Et ça a été un résultat très important. Pour conclure, on a un récit du monde, un récit de la création, de l'origine du monde et du fonctionnement du monde, qui peut être un récit religieux. Et puis, à côté de ça, on a un récit qui est un récit scientifique de l'évolution et de notre évolution et, plus globalement, du fonctionnement du monde. On ne peut pas mélanger les deux. Si on mélange les deux, on mélange des techniques rationnelles qui nous permettent de comprendre la réalité et on mélange des croyances qui sont parfaitement respectables, mais qui ne racontent pas la réalité. Alors ça, c'est tout le problème de qu'est-ce que c'est la réalité par rapport à la science, qu'est-ce que nous dit la science du réel. Est-ce que la science est vraie, est-ce qu'elle est réelle? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir qui est tout à fait intéressant. Et donc,
Ces deux domaines, puisqu'il s'agit de deux domaines de pensée, doivent être séparés. Si on fait de la science, on s'interdit de recourir aux explications religieuses. Et de leur côté, les affirmations religieuses n'ont absolument pas besoin d'être prouvées par la science. Les affirmations religieuses, elles sont basées sur la foi, sur la croyance, elles sont légitimes, elles sont parfaitement respectables, mais elles ne sont pas de la science. Et d'aller chercher le prestige de la science pour les croyances religieuses, c'est une grossière erreur que l'on voit d'ailleurs régulièrement. Tout récemment, j'ai pris cette photo dans le métro, vous avez peut-être vu ça aussi, une pub pour un bouquin, et si Dieu existait, l'épreuve par la science, et bien là, on est en plein dans une confusion totale qui ne permet de rien comprendre. Et à l'intérieur, je vous le dis au passage, il y a toutes les mêmes bêtises sur l'intelligent design, l'histoire que le monde est trop compliqué, le hasard où ils n'ont rien compris au hasard. L'auteur qui a écrit ça, en fait, ne comprend pas grand-chose à la science et au fonctionnement de la science. Donc, ça c'est vraiment important. Pour terminer avec cette histoire de croyance et d'évolution, je ne crois pas en l'évolution. Pour moi, l'évolution, c'est un fait. C'est quelque chose qui s'est passé, qui est prouvé par des quantités de preuves. Je n'ai pas besoin de croire. J'affirme qu'il y a eu évolution. J'ai plein de preuves. Si on me dit telle preuve montre que l'évolution ne s'est pas passée de telle façon pour tel animal, ok, aucun problème. La science, elle avance et elle peut réfuter des erreurs. Mais on reste dans le domaine scientifique, c'est ça qui est intéressant. Le scepticisme, c'est absolument essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit. Ne pas croire tout ce que nous voyons, ne pas croire tout ce que les autres disent non plus. Mais on est obligé de faire un peu confiance aussi. On ne va pas tout réinventer. Les platistes nous disent qu'ils veulent réinventer toute la science de l'astronomie. Et il y a un minimum de confiance qu'on peut avoir dans les milliers et les milliers et les millions de personnes qui ont travaillé dans ce domaine depuis des siècles et qui ont créé une somme de connaissances. Si je veux la mettre en doute, je peux, mais il va falloir sacrément bosser. Et c'est impossible de travailler dans tous les domaines de la science pour tout reprouver. On est obligé de faire confiance, en partie, à la communauté scientifique sur un certain nombre de domaines. Ou alors on ne veut pas, et là on rentre dans le domaine des croyances, des opinions, et on ne peut pas dire qu'on est dans le domaine scientifique. C'est ça qui est essentiel, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était séparer ces deux domaines de pensée. Alors ensuite, et pour conclure, les sciences répondent à des questions qu'on se pose sur comment fonctionne le monde. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur tel animal, comment il agit, comment il se comporte, est-ce qu'on peut comprendre ça? La science répond à des questions qui commencent par comment en général. Le pourquoi, c'est autre chose. Et la science n'a pas vocation à répondre à toutes les questions. Est-ce que la science peut répondre quelque chose sur l'existence de Dieu? Non. Ça n'est absolument pas du domaine de la science. La science n'a rien à dire dans ce domaine. Pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre? La science n'a pas à répondre à cette question-là. C'est une question qui sort du domaine scientifique. Ça ne veut pas dire que la question n'est pas intéressante. Et on peut avoir des réponses philosophiques, poétiques, scientifiques éventuellement, mais où on passera à côté de la question. Je raconterai comment on est arrivé sur Terre, et pas pourquoi. Le pourquoi, peut-être, c'est du domaine philosophique, religieux, mais ce n'est pas du domaine de la science. La science n'a pas vocation à répondre à toutes les questions que nous nous posons.